Bienvenue, mesdames et messieurs. Bonjour à tous et à toutes. Et merci d'avoir donc répondu présent à l'invitation du magazine Workplace pour cette matinée de débat consacrée aux transformations des espaces tertiaires. Matinée que nous organisons à l'occasion de la sortie d'un numéro spécial consacré à l'aménagement et que vous trouverez dans les sacs qui vous ont été remis à l'entrée. Alors évidemment, on a conscience que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été écrites sur le sujet de l'aménagement qui connaît actuellement un renouvellement assez spectaculaire. Là où au début des années 2000, le débat se cantonnait, en schématisant un peu, entre les bureaux fermés d'un côté et les open space de l'autre, on a vu en un peu moins d'une décennie émerger de nouvelles typologies d'espaces dédiées tour à tour à la collaboration, à l'innovation, à la créativité, à la mobilité et même à la convivialité. Ces nouvelles façons de concevoir les lieux de travail ont évidemment radicalement changé l'image du bureau. Le bureau moderne se veut à la fois transparent, ouvert, fluide, débarrassé de tous les symboles de la hiérarchie, des structures, de ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps encore que ça la bureaucratie. On parle même désormais comme à la maison. Je ne sais pas si vous avez vu la baseline de Spaces, hein, bienvenue chez vous. Oups, vous voulez dire au bureau. Donc c'est une des dernières tendances qu'on va essayer de questionner aussi aujourd'hui ensemble. Les entreprises n'hésitent plus à intégrer les codes de l'habitat, les codes des loisirs au sein même de leur environnement de travail, avec un objectif simple en apparence, mais on va y revenir, qui est celle de faire en sorte que les salariés se sentent au bureau comme chez eux. Alors évidemment, on n'est pas surpris que ces évolutions aient suscité ces dernières années un enthousiasme, alors peut-être pas sans partage, mais en tout cas un engouement assez généralisé, et personne ne regrettera les open space froids et impersonnels de la décennie précédente, de même que personne ne se plaindra de pouvoir bénéficier de davantage de confort et d'espaces mieux adaptés à ces activités. Alors, sans prendre le contre-pied, sans se mettre dans l'opposé extrême, et donc sans non plus verser dans une critique réactionnaire de la nouveauté et du changement, il nous a semblé quand même intéressant avec vous d'essayer de problématiser, de questionner davantage ces transformations. D'abord, en s'interrogeant sur les enjeux qu'elles recouvrent en termes de modèle d'entreprise, en termes de rapport au travail, en termes d'évolution des relations entre employeurs et employés. Si c'est possible d'afficher le programme. Voilà, donc ça sera le thème de la toute première table ronde de cette matinée, de quoi la transformation des espaces de travail est-elle le nom. Ensuite, en essayant de comprendre comment ces aménagements avaient aussi les défauts de leur qualité, car s'il est évident qu'ils ouvrent de réelles opportunités qui sont salutaires dans bien des cas, je pense à la collaboration, je pense à l'adaptation à l'usage, ils soulèvent aussi de nouveaux risques du point de vue de l'ergonomie, du point de vue des repères, du point de vue du sentiment d'appartenance, du point de vue des tensions sociales ou encore de nouvelles formes de sursollicitation. Alors ces questions-là, on les abordera dans le cadre de la deuxième table ronde de la matinée, juste après la pause. Nouveaux espaces pour le meilleur et pour le pire, c'est la question. Cette matinée s'organise autour de ces deux grands moments de débat, de ces deux grandes tables rondes, et vont être ponctuées de deux interventions plus spécifiques. Une première présentée par Préventec sur la question et les enjeux de l'ergonomie aujourd'hui. La seconde avec un éclairage là encore plus spécifique sur les espaces de restauration, jusqu'où va l'hybridation qui vous est proposée par Bleu Vert Concept. Voilà. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Et je vais donc appeler à me rejoindre sur scène les intervenants de la première table ronde. Alors, l'objectif de cette première table ronde va être de restituer la question de l'aménagement dans le cadre plus global de l'évolution de l'entreprise et des rapports au travail. Alors, soyez pas surpris, on ne va pas forcément parler des aménagements en soi. On va essayer de comprendre en quoi ils sont le reflet, en quoi ils sont même le véhicule d'une nouvelle normativité du travail. Alors pour discuter de ce thème, cinq intervenants que je vais vous présenter, je vais venir vous rejoindre. On va commencer donc de la gauche vers la droite pour vous. Alain Diribarne, un certain nombre d'entre vous ici vous connaissent. Vous êtes sociologue du travail, directeur de recherche au CNRS, également président du conseil scientifique d'Actineo, qui est l'Observatoire de la qualité de vie au bureau.
Alors, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup publié sur les questions liées à l'aménagement des espaces de travail et plus généralement sur les problématiques liées à la QVT et aux questions de performance au travail. Daniel Linhart, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes également sociologue, directrice de recherche également au CNRS. Voilà, vous travaillez depuis de nombreuses années sur le monde de l'entreprise, sur l'évolution et la place du travail dans la société. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages sur ces sujets, dont dernièrement un ouvrage intitulé « La comédie humaine du travail ». La déshumanisation taylorienne, de la déshumanisation taylorienne, à la surhumanisation managériale. On en reparlera évidemment ensemble dans quelques minutes. Laurent Assouline, vous également, vous travaillez depuis plusieurs années dans l'aménagement des bureaux. Vous êtes aussi un ethnologue. Et c'est aussi pour cette particularité-là qu'on vous a invité ce matin, et car vous portez un regard critique, ou en tout cas un regard sans concession, sur les transformations en cours, et notamment le flex office, même si on ne parlera pas que du flex office ce matin. Françoise Bronner, on vous connaît aussi, un certain nombre d'entre vous connaissent ici. Vous êtes consultante et chercheuse dans les domaines de l'organisation et des modes de travail, ainsi que dans les espaces tertiaires. Enfin, Edwin Moutoussamy, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes l'un des fondateurs de WeShare. Vous pourrez peut-être nous en dire quelques mots rapidement tout à l'heure. WeShare, qui, résumé en quelques mots, est un collectif de travail international qui regroupe des indépendants et des entrepreneurs qui essayent de s'interroger sur les limites et les opportunités des technologies numériques et sur leur impact sur la société, l'environnement. Je me trompe ? C'est pas mal ? Bon, vous corrigerez tout à l'heure. Alors, on va démarrer ce débat qui, effectivement, sera sans doute un peu plus théorique que la deuxième table ronde. Et moi, ma première question sera pour vous, Madame Linhart. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des aménagements aujourd'hui en termes strictement fonctionnels. En tout cas, dans le monde professionnel, la plupart des contenus proposés autour de cette question-là tournent autour de comment favoriser la collaboration, la communication, la convivialité, l'échange. Mais finalement, on nous parle beaucoup plus rarement de l'imaginaire, des croyances, de l'idéologie finalement que véhiculent ces espaces, qui justifie aussi l'engagement des salariés dans ces nouveaux dispositifs de travail, qui justifie aussi une certaine forme d'attente en termes de comportement. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers l'évolution, je poser ma question différemment, en tout cas, qu'est-ce que nous dit, je vous pose une question un peu générale, hein, je ne suis pas sympa, mais je suis sûr que vous allez vous en sortir. Qu'est-ce que nous disent aujourd'hui, finalement, l'évolution des espaces de travail, de l'évolution des entreprises et je vais vous demander d'essayer de répondre de manière un petit peu synthétique, et puis on approfondira les sujets. 3-4 minutes et on approfondira, oui, je sais, mais... Voilà, pour commencer, pour expliquer ce qu'est l'imaginaire, l'idéologie, les croyances, voilà, dans les livres sur les entreprises libérées, notamment écrits par Isaac Gates, on dit à partir du moment où les salariés ont l'impression d'être autonomes, ils sont plus heureux. Et là, on vérifie l'importance de cette impression parce qu'on nous a dit la climatisation marche. Donc, à partir du moment où on a l'impression que la climatisation marche, on va être refroidi. Enfin, moi, je ne marche pas dans ce genre d'expérience, mais là, on est dans le domaine de l'idéologie et de l'imaginaire. Alors, sur les bureaux, en 3 minutes, on est passé de bureaux fermés, notamment pour les ingénieurs, les cadres, parfois même les techniciens, en tout cas les managers, à des open space qui sont ensuite devenus plus sophistiqués, disons, avec des flex office, des maintenant working place aménagés, etc., etc. À quoi ça correspond ? Alors moi, je dirais, mais c'est très provocateur nécessairement en 3 minutes, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre que de la provocation ? C'est qu'il s'agissait, entre autres, sur le plan de l'idéologie, de démontrer aux cadres, aux ingénieurs, aux managers qui, auparavant, dans les 30 glorieuses, dans les années 50, 60, étaient très peu nombreux et qu'on appelait le salariat de confiance et qui bénéficiaient d'une réelle délégation d'autorité, d'autonomie de la part des directions. C'est donc l'idée de faire intégrer aux cadres qui sont devenus beaucoup plus massifs maintenant. Il y a eu, comme vous le savez, une montée en puissance numérique beaucoup plus forte du nombre de cadres. Et donc, l'idée, c'est qu'ils sortent de cette idéologie du cadre de confiance qui bénéficie d'un certain nombre de privilèges et qui ont peut-être vocation
à influencer la définition de leur mission, à influencer à dire leurs mots sur les moyens qui leur sont nécessaires pour travailler, et de leur faire comprendre qu'ils sont des salariés, comme les autres. Des salariés donc inscrits avant tout dans la subordination, qui est au cœur de la relation salariale, et pour les aider à accepter cette idée qu'ils ne sont que des salariés comme les autres subordonnés, à qui on va demander de se référer pour travailler à un certain nombre imposé de procédures, de protocoles, de process, de reporting, de bonnes pratiques benchmarkées. On va donc les installer, comme était auparavant, au niveau du symbolique, les ouvriers, dans une espèce d'énormes espaces qui correspondaient auparavant aux ateliers. Et là, les cadres peuvent vérifier qu'ils font partie d'une sorte de masse salariale et qu'ils sont des salariés comme les autres et qu'ils doivent, comme les autres, accepter d'être dans un certain rapport de domination. Voilà pour 3 minutes. Alors, juste une question tout de suite pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il n'y a pas quand même la volonté aussi de faire des économies sur les... Tout à fait. D'une part, mais en tout cas aussi un rejet de la hiérarchie et des structures hiérarchiques qui étaient aussi extrêmement critiquées par les cadres. Alors là, vous avez totalement raison avec cette question, mais on rentre dans la réalité qui est celle de l'ambivalence. Par définition, toutes les politiques, les stratégies, les pratiques managériales sont ambivalentes. C'est-à-dire que d'un certain côté, elles cherchent à renouveler, et par des moyens légitimes, la domination que les directions souhaitent imposer sur les salariés, et par d'autres, elles répondent à des besoins et des désirs, parce que justement, nous sommes dans des sociétés sur le plan politique démocratiques et qu'on ne peut pas imposer unilatéralement d'une manière qui soit perçue comme illégitime un certain état de fait aux salariés. Donc, il y a la prise en compte d'un certain nombre de besoins, mais de l'eau, donc moins de hiérarchie, comme vous dites. Mais cette hiérarchie, elle est supplantée par les procédures, les protocoles, les process qui sont pensés par des experts de grands cabinets internationaux, de consultants. Donc, si vous voulez, la hiérarchie, elle est devenue plus abstraite. Elle se manifeste moins par la présence de supérieurs, mais elle est bien là. Et elle s'inscrit dans les espaces, comme elle s'inscrit dans les dispositifs et les outils dont sont censés que sont censés utiliser les cadres. Et alors, il y a ambivalence, mais en même temps, comme il est coutume de le dire désormais, on prend en compte un certain nombre de désirs, notamment en introduisant des dimensions ludiques. Un des bons exemples, c'est Google. Quand on va se balader dans l'immeuble de Google près de la gare Saint-Lazare, effectivement, on voit, il y a des salles. J'ai vu une salle où il y avait 20 guitares, une batterie, insonorisée pour que les gens puissent aller faire de la musique s'ils le veulent, des salles de vidéo, etc. Il y a des éléments pour compenser cette réalité qui est... Alors, on est dans les domaines de l'ambivalence. Certains disent nous sommes dans les systèmes paradoxants. C'est-à-dire que les messages envoyés aux salariés sont contradictoires. On vous aime, à DRH de la bienveillance et du bonheur, Chief Happiness Officer, et en même temps, on vous a à l'œil. Alors, œil panoptique dans les espaces, les flex office, etc., etc., en maintenant une certaine pression, parce que quand il y a des flex office qui n'est pas assez nombreux pour tout le monde, chacun vient avec une petite anxiété, est-ce que j'aurai une place, est-ce que ma place sera suffisamment tranquille pour que je puisse bien travailler. Donc il y a tout ça, c'est-à-dire que une mise sous emprise des salariés, mais par ailleurs on leur envoie des témoignages d'amour. Bon. Écoutez, on est rentré dans le vif du débat. Peut-être, je vais demander à M. Diribarne de réagir. Alors, puisqu'on a attaqué sur le sujet, ou peut-être pas tout de suite, c'est vous qui voyez, puisqu'on a attaqué sur le sujet de l'ouverture des bureaux finalement, alors souci de transparence, de suppression des hiérarchies, des structures, ou finalement nouveau aussi, ou en tout cas renouvellement des moyens de contrôle. Est-ce qu'on est dans cette ambivalence-là telle que l'a décrit Mme Linhart? Avec ma chère Danielle, on pourrait reprendre nos discussions d'il y a 25, 30 ans, je ne sais plus. Donc on va les reprendre. En fait, ce qui arrive, c'est tout à fait logique si on reprend l'évolution de moyen-longue période. Donc ce que
dit Daniel, c'est ce qui a été dit, cette ambivalence, elle n'est pas uniquement l'ambivalence des entreprises, elle est aussi l'ambivalence des humains qui travaillent. Et donc, c'est tout des ensembles de contradictions dans tous les sens. Alors, si on prend la logique actuelle, c'est une rencontre d'évolution de longue période, à la fois paradigmatique et sociétale. Donc, paradigmatique, ce que l'on a aujourd'hui, effectivement, dans les usines. On a commencé à casser les chaînes des usines avec les équipes semi-autonomes en vue de constituer des groupes qui travaillaient de façon différente que le taylorisme. Donc on est rentré dans du post-taylorisme. Mais surtout, on a fait une rupture que Daniel connaît bien, qui était le passage de la qualification à la compétence. Et la compétence, qui était en principe la logique des seuls cadres, est devenue la référence paradigmatique théorique pour tout le monde. On viendra après sur la pratique. Au regard de ça, vous avez le renouvellement des générations. La rupture, c'est la génération de 68. Et arrivent petit à petit les enfants, les petits-enfants et tout ce que vous voulez, qui considèrent que ce que était la réclamation de leur ascendant doit être la vie qu'ils doivent avoir eux. Work-life harmony. Je veux assurer l'harmonie de toute ma vie. Donc, au regard de ça, vous avez une rencontre qui se fait, qui est un immense bidouillage, comme il se fait dans les grandes dynamiques, où vous déconstruisez un système de référence sans que vous ayez une construction d'un nouveau système de référence. Et donc là, les immeubles de bureaux sont tout à fait intéressants, parce que d'abord, on sait plus ce que c'est qu'un bureau, on sait plus ce que c'est qu'un poste de travail, on sait plus ce que c'est qu'un immeuble de bureau, parce que les gens sont de plus en plus nomades. C'est là que je renvoie aux enquêtes d'Actineo. La dernière de 2019 vient de sortir. Les gens sont de plus en plus nomades. Ils travaillent partout et tout le temps. Et donc, quand on reviendra à... C'est quoi, aujourd'hui, un lieu de travail? Il faut qu'on retrouve où est votre lieu de travail principal. Vous avez donc plein de lieux. Où est le lieu principal? Ce lieu de travail, en principe, a une relation avec votre identité. Vous avez des grandes différences selon les entreprises, il faudra qu'on y revienne. Tout le monde parle que des grandes entreprises, voire des très grandes, alors que les gens qui travaillent dans les bureaux, il y en a autant dans des moins de 10 que dans des plus de 250 en France, ce qui quand même veut dire des choses. Vous avez une majorité en province, et pas dans les grandes agglomérations, et pas dans l'Île-de-France. Et vous avez une majorité qui sont des femmes, et une majorité qui sont des employés. Donc je veux bien qu'on parle de cadre, mais enfin, il faut quand même prendre la masse. Et donc voilà, ce qui fait qu'en fait, on a des zooms qui se font, parce que c'est la dynamique, on a des zooms qui se font sur des lieux qui sont emblématiques. On fait visiter, bien sûr, on va aller voir Google et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est la transformation de l'océan. C'est comment cet océan est en train de se transformer. Et il se fait très lentement. Alors j'entends bien effectivement ces différences, mais alors la question là, je la pose à chacun d'entre vous. On a quand même aujourd'hui une rhétorique extrêmement, j'ai presque envie de dire agressive, une sorte d'attention obsessionnelle pour la mobilité, pour la flexibilité. Et si évidemment toutes les entreprises ne sont pas passées dans ce mode-là de fonctionnement, on voit bien aujourd'hui que même en tant que salarié, on est systématiquement pris dans cette nouvelle forme d'injonction où même le nomade devient la figure par excellence, la figure moderne ou postmoderne, je ne sais pas comment dire, du salarié. Là-dessus, en fait, on a une grande dynamique qui est, surtout pour la France, on est passé d'une société de stock à une société de flux. Donc en fait, tout ce que l'on observe aujourd'hui, y compris sur le fait que vous n'êtes plus propriétaire de vos bureaux, vous louez les flex office et les open space, c'est tout ça, hein. C'est les espaces de coworking, c'est tout ce qui est de l'immobilisme, de l'immobile, vous l'externalisez. Et donc, on a une idéologie qui est vendue, qui est une idéologie de ce qui est tout ce mouvement. Alors, à partir de là, effectivement, les salariés, et on le voit bien aujourd'hui, les salariés qui ont été socialisés dans un système stable ou ultra stable, qui est je suis dans mon immeuble de bureau depuis 25 ans, dans mon bureau depuis au moins aussi longtemps, et je fais les mêmes choses depuis longtemps. Ces gens-là, quand vous les confrontez au paradigme de la mobilité et de la liquidité, ils sont complètement déstabilisés. Alors certains vont dire ils sont obsolètes.
bon, on l'a déjà dit il y a longtemps, hein, pour d'autres, ils sont obsolètes, donc ils sortent du marché du travail et puis on fait ce qu'on veut avec. D'autres disent, et c'est l'enjeu des grands groupes, autant privés que publics, ou autant publics que privés, qu'est-ce qu'on fait de la masse de nos collaborateurs, autant employés que cadres, qui ont été totalement socialisés à la stabilité. Et le vrai enjeu aujourd'hui pour moi, c'est ça. Françoise Brunner, vous vouliez réagir? Alors moi, je voudrais réagir sur la notion de tous nomades et tous dans la mobilité. Je pense que dans un premier temps, il n'y a pas fondamentalement une forme de nomadisme. Vous pouvez avoir du nomadisme de collaborateurs multisites, ou bien vous pouvez avoir un collaborateur, parce qu'il est chef de projet, qui est nomade sur un seul site et qui va de service en service et de département en département parce que son travail est fondamentalement transverse. Mais quand on regarde les statistiques qui viennent de l'Europe du Nord, on se rend compte que le nomadisme ou par exemple le télétravail arrive à une limite qui tourne autour de 14 à 18% de la population. Tout simplement parce que le lieu de travail, venir sur un lieu de travail est fondamentalement nécessaire à l'échange de connaissances et à la création de connaissances nouvelles. Et on a deux exemples qui sont quand même majeurs et qui sont toujours intéressants à observer. Ce sont les exemples de Yahoo et d'IBM qui ont complètement arrêté le télétravail et qui ont sommé leurs employés de trouver des lieux de rassemblement, des lieux d'attraction où ils travaillent ensemble en équipe. Je pense que de plus en plus, les entreprises vont offrir une flexibilité des horaires de travail, une flexibilité de l'organisation du travail, mais qu'ils vont chercher à rassembler, à réunir, à faire revenir les collaborateurs sur des lieux d'excellence ou des lieux d'attraction. Alors, sur la question de la mobilité, la mobilité, elle renvoie à l'idée que bouger dans son espace de travail, avoir la capacité d'adaptation à bouger sans cesse, ce serait le signe d'un progrès, d'une forme de modernisme et surtout d'une capacité d'adaptation extraordinaire. Moi, je suis désolé, tout ça est très discutable. En quoi la capacité de bouger tous les jours, d'avoir, par exemple, un nouveau bureau serait le signe d'une certaine flexibilité, d'un certain modernisme, et serait le... Je crois que ces aménagements se veulent le reflet du marché, et ils se veulent comme le calque de quelque chose qui serait dynamique. C'est-à-dire, il faudrait que ces espaces de travail reflètent en fait le marché, le client, et il faudrait que ces espaces de travail donc soient le parfait reflet de tout cela. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi ne pourrions-nous pas réfléchir à l'idée que face à cette frénésie extérieure, face à ce stress, face à cet environnement hyperconcurrentiel, ces espaces de travail ne seraient pas justement le havre de paix, justement, le contrepoint pour justement que les gens puissent enfin se retrouver calmement, réfléchir, tisser des liens sociaux en étant à la même place, parce que je sache, les liens sociaux, c'est quand même plus simple quand on est assez régulièrement assis dans une même zone géographique, et que tisser des liens sociaux, c'est une entreprise de longue haleine, ça prend du temps, ça demande des repères, ça demande des espaces géographiques bien déterminés. Je pense à une étude qui a été faite dans une université où on a mesuré que les élèves, donc ce sont des jeunes, ils ont une vingtaine d'années, ils s'assoient toujours à la même place. Donc les jeunes de 20 ans ne sont pas spécialement ringards. Bon. Donc je dis que c'est très important, me semble-t-il, d'avoir des espaces où les collaborateurs vont pouvoir tisser un réseau social, parce que la confiance qu'on accorde à ses collègues, c'est quelque chose effectivement de très délicat. Les collègues sont à la fois les alliés, sont à la fois les concurrents, ou sont ni l'un ni l'autre s'ils sont dans un service complètement différent, effectivement. Donc tisser, si vous voulez, un réseau social avec ses collègues, ça demande effectivement un certain protocole, un certain rituel qui passe par
un espace géographique bien déterminé, me semble-t-il. Juste, je reste sur la question du modèle. Vous avez employé le mot réseau à plusieurs reprises. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas là dans une espèce d'application peut-être un peu radicale de la métaphore du réseau ? C'est-à-dire que l'entreprise moderne, elle doit être virtuelle, elle doit être non plus intégrée mais éclatée. Elle s'imagine un peu organisée en réseau de collaborateurs réunis. Vous citiez effectivement les équipes d'ouvriers organisées en mode indépendante ou autonome, avec un niveau d'autonomie. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement cet idéal un peu utopique de l'entreprise moderne qui se vivrait un peu sans unité de lieu et de temps, ou en tout cas l'unité de temps serait celle du projet, et on demanderait aux individus salariés de effectivement s'engager dans les projets, en changer. Est-ce que si on reste au niveau du paradigme, pour utiliser encore des grands mots, est-ce qu'on n'est pas dans cet idéal-là d'entreprise réticulaire, hyper flexible, hyper adaptable, avec des individus connectables finalement? Peut-être qu'on confond connexion et lien, grâce notamment aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est une question ouverte. Merci. Alors, je pense qu'on a évolué. Souvenons-nous, on est passé à une époque de l'emploi d'ouvriers à domicile à l'emploi d'ouvriers sous un même toit pour pouvoir, du point de vue des directions, exercer un contrôle plus efficace sur la manière dont les gens travaillaient et donc espérer une meilleure rentabilité de leur travail. Maintenant, on semble faire la marche inverse en disant, vous dites le réseau, extérioriser, etc., etc. Je crois que vous avez raison, mais avec l'idée que, idéologiquement, puisqu'on en reste toujours à ce niveau-là, et je crois que c'est très important, les salariés soient les relais de la pensée, de la direction. C'est-à-dire que et les entreprises libérées, c'est vraiment le parfait exemple de cette aspiration managériale. Il n'est pas nécessaire de dépenser tellement d'argent en hiérarchie intermédiaire, en bureaucratie, pour contrôler, pour organiser, pour surveiller, etc., à partir du moment où les salariés auront tous intégré, comme dans les entreprises libérées, la vision de leur manager, la vision charismatique de leur manager, comment travailler, que rechercher dans son travail, accepter de relayer la philosophie de recherche de rentabilité et de qualité. Donc, il est demandé aux salariés d'être effectivement eux-mêmes des petits bureaux des temps et des méthodes pour s'organiser eux-mêmes et faire l'usage d'eux-mêmes le plus rentable possible du point de vue des objectifs de leur direction. Voilà, ça c'est l'utopie, c'est le rêve managérial. Et alors on peut effectivement avoir des salariés qui travaillent de n'importe où, de chez eux, en coworking, ici de temps en temps, en sous-traitance, en indépendant, en ubérisé, en freelance, etc., etc. Sauf que, il me semble, je verse ça au débat, il y a des urgences maintenant. Il y a des urgences. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que cette intériorisation idéologique met à mal la capacité de distance critique et la capacité de remise en question des orientations et des choix des dirigeants et des managers. Or, nous sommes à un moment critique, d'ailleurs on est bien placé maintenant pour le ressentir avec la chaleur, où ces choix ont des conséquences non seulement sur la qualité de la vie des ressources humaines, comme on dit, mais ont une répercussion absolument délétère sur les ressources planétaires. Et donc, si on suit ce trend, si on suit cette tendance à faire intérioriser, à annihiler les possibilités collectives de réflexion, l'intelligence collective, qui sont nécessaires pour inventer d'autres manières de produire, eh bien, on va vers une véritable catastrophe du point de vue de l'usage des ressources humaines et des ressources planétaires. On n'a jamais été d'accord, je vous le dis tout de suite. J'étais prévenu. Je vous pose une question à tous. Une question. Pardon, il y avait une réaction peut-être. Ce que je trouvais intéressant dans la transformation des espaces de travail à l'heure actuelle, c'est que énormément de projets sont menés en co-construction. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcer les collaborateurs à intérioriser des objectifs ou des visions externes. On va co-construire avec eux un usage de l'espace comme une ressource et on va leur permettre de co-créer les futurs aménagements dans lesquels ils vont être amenés à travailler. Donc, on n'est pas loin d'une forme d'utopie en ce qui concerne la participation des collaborateurs à
à la prise de décision et à la gestion sur un certain nombre de points, mais on ne peut pas dire que l'environnement de travail soit pour le moment largement considéré comme une ambition stratégique des entreprises. Progressivement, les CODIR se saisissent de cette transformation. Mais encore une fois, il y a des prémices intéressantes qui montrent que les collaborateurs vont de plus en plus être associés à la conception de leurs conditions de travail. Et ça va dans le bon sens, puisqu'on aurait des espaces qui seraient durables, désirables et disruptifs. On serait vraiment dans le cadre des objectifs de développement durable globaux de l'ONU. On est vraiment dans une approche qui est très très concrète pour créer des environnements. Encore une fois, la transformation ne se produit pas à marche forcée ou ex nihilo. Alors, une question un peu ouverte, un peu pas piège, mais qui, en tout cas, je pense, mérite d'être posée, parce que vous utilisez indifféremment le terme de salarié, professionnel, collaborateur, individu. Moi, ma question, c'est à qui s'adressent ces aménagements ? Est-ce qu'elles s'adressent aux salariés ? Est-ce qu'elles s'adressent aux professionnels ? Ou est-ce qu'elles s'adressent à l'individu, avec toute la charge, pardon, encore une fois, idéologique, qu'on peut mettre derrière le terme individu, et qui peut-être aussi, finalement, résume aussi une partie des grands changements. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises s'adressent à un individu et cherchent à mobiliser de plus en plus l'intégralité de la personne humaine, ou en tout cas de l'individu. Alors, j'aimerais vous entendre, puisque, effectivement, on l'a dit, on parle de plus en plus de bien-être, on parle de qualité de vie. À qui s'adressent ces aménagements ? Pour qui sont-ils conçus ? Pour des professionnels, pour des salariés ou pour des individus à qui on demande aujourd'hui de mobiliser, vous le disiez, vous parliez des compétences tout à l'heure, mais à qui on demande de mobiliser des compétences, peut-être aujourd'hui plus que du savoir-faire, du savoir-être, une façon de se comporter, une façon d'être avec les autres, d'être ouvert à la communication, de faire preuve d'empathie, de faire preuve de sens esthétique. On parlait le comme à la maison, on en reviendra, mais c'est aussi sans doute le signe de cette évolution-là. Voilà, je vous repose ma question. Aujourd'hui, selon vous, à qui s'adressent ces aménagements ? Je veux bien rebondir sur deux termes, le bien-être et le comme à la maison. Même si c'est une petite digression, mais le bien-être... moi, je suis assez dubitatif sur la notion du bien-être. Parce que c'est un cadeau, le bien-être, ça paraît comme ça tout à fait sympathique, mais il y a une contrepartie. La contrepartie du bien-être, dans le contrat implicite entre l'employeur et l'employé, c'est une plus grande productivité. C'est une augmentation de l'intensité de travail. Donc, c'est pas un cadeau, hein, le bien-être. Vous ne pouvez pas dire merci, cher employeur. Effectivement, vous le dites, c'est un moyen. D'accord ? C'est comme un sportif de haut niveau qui a des massages. Le massage est un moyen pour accéder à une plus grande performance. Qu'on soit bien clair là-dessus, en tout cas, c'est mon point de vue. Sur le Sweet Home, une fois que l'entreprise a effectivement actionné tous les leviers qu'elle avait à sa disposition dans l'entreprise pour gagner en productivité, elle réfléchit naturellement aux leviers qu'elle peut trouver dans la sphère privée pour gagner effectivement en productivité, avec un certain nombre de croyances qui vont être, on va aménager effectivement un espace de travail qui va être comme à la maison, et l'idée c'est de laisser croire qu'effectivement vous n'êtes plus vraiment sur un espace de travail, vous êtes sur un espace hybride, vous êtes à la fois comme à la maison, comme au travail, les frontières sont gommées. Voilà. Et c'est comme le principe de la conciergerie par exemple. Les gens sont dubitatifs sur le principe de la conciergerie. C'est extraordinaire, effectivement, d'avoir une conciergerie et de ne pas aller au pressing le soir à 7 heures. Mais le contrat implicite, c'est que vous travaillez plus tard au travail. Donc la conciergerie, c'est pareil, c'est un exemple comme un autre. C'est pas vraiment un cadeau, c'est discutable. Peut-être pour compléter, moi je trouve qu'il y a dans ces tendances-là quelque chose qui est de l'ordre de la réarticulation entre le pro et le perso, ce qui n'est pas forcément un mal, mais qui d'ailleurs a un effet induit qui est qu'en fait on ne sort plus jamais du travail, on est toujours en train de travailler, ou en tout cas on reste toujours dans la sphère productive. Et donc c'est aussi de se poser la question de comment on permet aux individus et aux groupes d'individus de sortir de cette phase productive et donc de sortir de cette entreprise qui est, du coup va jusqu'à la maison, puisqu'on travaille maintenant à la maison. Ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau.
Non, en 1915, Henry Ford, qui avait introduit les premières chaînes de montage automobile dans ses usines automobiles et qui voyait que les ouvriers avaient un turnover de 300% à l'époque, avait augmenté beaucoup la paye des ouvriers, mais il a dit je veux être sûr qu'ils mènent une vie privée qui soit en phase avec les efforts qu'ils doivent fournir sur mes chaînes de travail. Donc il avait mis sur pied un corps d'inspecteurs qui allait vérifier au domicile privé s'ils étaient mariés, c'est-à-dire que si madame tenait monsieur, il écrivait comme ça, et qu'il n'allait pas courir les filles au bistrot, et puis ensuite, puisque madame il y avait, on lui proposait des exemples types de repas à donner chaque jour, midi et soir, à son homme pour qu'il soit en pleine forme et à avoir une hygiène de vie qui corresponde bien. Donc cette idée d'une intrusion nécessaire dans les styles de vie pour que ce style de vie soit en phase et compatible avec la manière dont on doit travailler, les efforts qu'il faut fournir, ça a été développé ensuite à travers le paternalisme et c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais c'était, pardon, et je m'adresse aussi à Alain Diribarne, c'était, il me semble-t-il, dans les années 70-80, une revendication syndicale de réhumaniser le travail, je pense notamment à la CFDT, c'est-à-dire une revendication des cadres et sans doute aussi des professions supérieures, mais de réhumaniser, de permettre au potentiel individuel de s'exprimer. Ah non mais attention, le problème c'est ça, c'est qu'on fait une confusion, et d'ailleurs elle est voulue entre l'humanisation et la professionnalisation, entre le respect de l'homme et de la femme, dans ses ambitions, ses rêves, ses faiblesses, ses besoins, et la différence avec le professionnel, avec ses exigences en termes de règles de métier, de respect de son savoir, de sa compétence, de son expérience, et le fait de lui demander son avis. Alors, toute la modernisation, vous avez posé la question tout à l'heure, effectivement focalisée sur l'individu. On a développer une relation au travail de chacun qui est devenue de plus en plus individuelle, de plus en plus personnelle, de plus en plus psychologisée et de plus en plus narcissisée, comme on dit maintenant, avec un contrat narcissique. Travail, montre-nous qui tu es en étant le meilleur, le plus fort, et tu vas te révéler à toi-même et atteindre ton idéal du moi. Et donc, on joue sur la dimension humaine, au détriment du respect de la professionnalité. Alors on leur propose des conciergeries, on les masse, on les fait méditer. Il y a certaines entreprises qui proposent d'envoyer des fleurs à madame si on rentre tard le soir pour pas se faire engueuler. Non mais ça va jusque-là. Donc il y a cette idée, on s'occupe de vous en tant qu'hommes et femmes. Après, pour le travail, d'autres choses. Vous faites ce qu'on vous dit de faire. Alain Diribarne. Allez alors, vas-y. Il faudrait reprendre du coup toute l'histoire du travail et l'arrivée de l'hygiénisme, comment justement il ne fallait pas que les uns et les autres, les ouvriers, aillent boire la paye en Angleterre. Si actuellement encore on vote le vendredi, c'est que les payes étaient faites le jeudi. Et que donc, ou l'inverse, enfin je ne sais plus, et donc il fallait que les ouvriers ne consomment pas la paye au bistrot avant d'aller voter. Enfin, voilà. Donc c'est une vieille histoire. Moi je pense que c'est pas le hasard si aujourd'hui vous prenez les professions, c'est les psychologues qui l'ont pris largement sur les sociologues de la génération d'avant. Quand les ethnologues ils sont hors course, avant qu'on les mette dans le jeu. Un règlement de compte. Ce qui est dommage. Parce que très intelligemment, si vous voulez que vous ayez un groupe social qui fonctionne convenablement, ce n'est pas avec des règles imposées que vous allez le faire. Ça coûte énormément. Donc il faut, c'est là on est peut-être d'accord avec Daniel, c'est qu'il faut que vous ayez une intériorisation de normes qui fait que c'est le groupe qui régule le fonctionnement. Et à ce moment-là, le problème, c'est comment se fait la régulation des groupes. Moi, je fais partie de ceux qui disent que très intelligemment, les patrons de boîtes sont très différents de ce que l'on dit. Parce que, par exemple, ils ont tout à fait compris qu'il fallait prendre aujourd'hui des modèles de régulation qui sont des modèles biologiques plutôt que des modèles de régulation physico-chimiques. Du point de vue de fonctionnement d'un ensemble social, c'est bien plus astucieux d'utiliser du biologique parce que c'est de la régulation multiple. Et là, on arrive effectivement à la compréhension de ce qui est en train de se construire. Assimiler le nomadisme au télétravail, c'est une erreur. Ce n'est pas du tout ça. Tout à fait intelligemment, on comprend que l'organisation totalement virtuelle est totalement contre-productive pour tout le monde.
C'est pour ça que vous voyez apparaître massivement des espaces de coworking, qui sont des lieux de socialisation réutilisés par les entreprises à tous les niveaux, de façon à créer justement des lieux où on est à la fois en dehors de l'entreprise et dans l'entreprise. Donc vous avez une multiplication des lieux, une multiplication des temps. Et ça, c'est la construction, alors qu'on le veuille ou non, de la société du XXIe siècle. On est en train de la faire. Et donc, on bricole des trucs. Les gars qui amènent des fleurs, c'est complètement anecdotique. On est dans des situations de tension sociale extrêmement fortes, et on en reparlera. Et on croit que c'est en aménageant les lieux, je dis bien, de travail, qu'on va faire en sorte qu'on va modifier les façons de travailler. C'est là l'erreur totale. Donc il faut revenir au lieu, puisque il me semble que c'était l'objet de cette table ronde, il faut venir au lieu, au caractère polymorphe des lieux, et essayer de comprendre en quoi cette dynamique des lieux vient s'inscrire convenablement dans une dynamique de la société. Et qui est moteur ? Et alors c'est là qu'on revient à la discussion, c'est quel est le rôle moteur, du renouvellement de génération dans chacun des pays. C'est pour ça que j'évoquais la construction sociétale française. La construction sociétale française est la plus orthogonale par rapport à la dynamique paradigmatique quand on fait de la comparaison internationale, sauf avec le Japon. Mais pour les autres, en tout cas, c'est comme ça. Donc, on a un vrai problème de revisiter conceptuellement l'histoire du travail inclus dans nos sociétés avec les transformations qui sont les transformations de l'entrée dans le XXIe siècle. Mais j'entends sur effectivement finalement le retour des lieux, enfin en tout cas la certitude qu'on ne peut pas travailler dans le non-lieu et que travailler partout, ça revient au bout d'un moment à travailler nulle part. Mais simplement sur ma question de départ, est-ce que quand même l'entreprise est maintenant une entreprise d'individus ? Et donc là où je vous interroge, c'est quel est le statut du collectif lorsque finalement l'entreprise se projette comme un agrégat d'individus travaillant ensemble mais séparément, pour reprendre l'expression. Je rends la parole aux autres. C'est faux. Ce n'est pas une entreprise d'individus, c'est la recherche de construction de groupes multiformes. Donc en fait, nous sommes, théoriquement, on travaille avec la logique des réseaux et des nœuds de réseau. Je suis sûr que si je fais votre analyse à vous, je vais vous trouver que vous appartenez à plein de groupes différents et que vous êtes un nœud de réseaux multiples. Et qu'à ce titre-là, en tant que vous êtes un lieu d'échange de plein de choses. Et donc, une des questions qui me serait intéressante, c'est du coup, quelle est votre identité par rapport à cet ensemble vous êtes dans une entreprise, semble-t-il. Semble-t-il, quand même. Oui, non, mais justement, vous êtes, semble-t-il, dans une entreprise, mais en même temps, vous êtes probablement à plein d'endroits autres qui constituent votre identité. Et c'est pour ça qu'on est passé théoriquement toujours, de la problématique de la compétence à la problématique des talents, qui est en fait un changement paradigmatique très profond. Alors justement, je voudrais qu'on... Oui, mais rapidement, je vous en prie. Non, mais très rapidement. Ce que oublie Alain, c'est qu'on est dans une société non seulement d'individus, mais de mise en concurrence systématique des uns avec les autres, et pire encore, de mise en concurrence systématique de chacun avec soi-même, puisqu'il faut sans cesse se dépasser. On est dans cette logique-là, voilà, d'une mise en concurrence généralisée. Alors, allez faire du collectif là-dessus, je vous assure que c'est pas évident. Moi, pour aller juste dans ce sens-là, plutôt sur le ton du témoignage, j'ai fait ma thèse sur Renault et en ce moment, je travaille beaucoup à la SNCF. Et en fait, dans ces grandes entreprises-là, moi, j'ai des clients. Donc, je suis en interne, je suis salarié de ces grandes entreprises-là et j'ai des clients. Donc, on n'est pas du tout dans une relation de collaborateur ou de collègue, mais finalement, on est dans une relation contractuelle de prestation de services en interne de l'entreprise. Et c'est en ça que je pense que du coup, ça dépend vraiment de ce qu'on entend par entreprise. Si l'entreprise, c'est juste un nœud de relation ou un nœud de contrat, et ben dans ce cas-là, effectivement, on est dans cette relation un peu de prestataire. Si on voit l'entreprise comme quelque chose d'un peu différent, lieu de sociabilité, avec une dimension un peu plus vaste que juste cette dimension contractuelle, alors il faut peut-être penser des relations un peu différentes. Est-ce que, quand même, ces aménagements dont on parle, parce qu'on est bien d'accord, on parle des lieux, mais nous incitent pas tous à nous autonomiser encore davantage et finalement, pour reprendre les propos de Denis Moutoussamy, à nous envisager comme des petites entreprises de nous-mêmes, c'est-à-dire autonomes dans les relations qu'on
tisse avec les autres, ou dans les connexions qu'on tisse avec les autres, pour ne pas mélanger liens et connexions. Autonome aussi dans l'endroit où on décide de travailler, puisqu'après tout, on est aussi capable, on est censé déterminer nous-mêmes là où il est le plus intéressant pour nous de travailler. Mais est-ce que, voilà, pour finir sur ce sujet, est-ce que voilà, ces aménagements, cette autonomie qui nous est accordée, nous oblige à nous gérer un peu comme un capital relationnel, capital travail, capital bien-être aussi maintenant? Moi, je crois que c'est ce qui se dessine. Ce qui se dessine déjà, c'est au fil du temps une distanciation, volontaire ou pas, conscientisée ou pas, entre les différents acteurs, à travers, par exemple, les dispositifs de télétravail, qui donnent le goût et l'appétence à un certain nombre de collaborateurs pour le travail indépendant, à travers le coworking, qui donne aussi le goût et l'appétence pour travailler effectivement à l'extérieur de l'entreprise. Et pour avoir discuté avec nombre de salariés, beaucoup effectivement ont l'idée, après ces expériences, de devenir indépendant, de devenir freelance. Pourquoi devenir freelance? Eh bien, pour un certain nombre de raisons. La première, alors c'est freelance, alors c'est bien précis, c'est freelance avec 2 ou 3 employeurs. C'est jamais l'idée d'être freelance et d'être soumis, d'être dans l'obéissance avec un employeur. Hein. Donc, dans l'idéal, c'est effectivement avoir 2 ou 3 employeurs, de façon à avoir, je dirais, à retrouver une autonomie, une liberté, et puis, je dirais, à contrer une forme d'aliénation que certains peuvent ressentir dans le travail. Donc, c'est ce qui me semble se dessiner, effectivement, c'est la fin d'un certain salariat, impulsé finalement par les employeurs, mais je pense de façon finalement peut-être pas tout à fait volontaire, et c'est ce qui me semble effectivement se dessiner. Oui. Françoise Bronner, vous le constatez, ou vous me répondrez, est-ce qu'on n'est pas actuellement dans une forme quand même aujourd'hui quasiment de storytelling du lieu de travail, dans une forme, on l'a dit aussi, de ludification, hein, c'est-à-dire on parlait du comme à la maison, du suite office, mais effectivement on a l'impression aujourd'hui que les sphères travail et les sphères loisirs sont en train de se diluer, hein, c'est-à-dire que on le disait, les compétences, la recherche de talent, aujourd'hui on demande au salarié de se produire lui-même et non plus de produire, mais en tout cas à l'heure où le profit vient de plus en plus par l'innovation, la créativité, on demande aux salariés de rentrer dans une production d'eux-mêmes. On parlait effectivement d'un contrat narcissique. Que penser aujourd'hui de l'évolution de ces lieux de travail, hormis le fait qu'il y a une qualité esthétique indéniable et dont personne n'oserait se plaindre, y compris en ce qui concerne le confort, mais que penser de cette espèce de, on va dire, grande ludification du lieu de travail? Alors moi, je dirais plutôt qu'une ludification, je dirais que les lieux de travail deviennent des outils de management. C'est-à-dire qu'ils vont véritablement être des ressources dans l'atteinte des objectifs organisationnels. Si vous partez du principe que vous allez introduire de nouveaux modes de travail collaboratifs, vous allez mettre en place des espaces collaboratifs, des espaces d'équipe. Vous allez chercher à répondre à des questions telles que comment transmettre des connaissances, comment prendre des décisions, comment agir ensemble plus vite. Donc ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce sont les DRH qui de plus en plus vont prendre la main sur les projets d'aménagement parce qu'il s'agit véritablement d'un projet managérial. Il s'agit d'une articulation entre l'organisation, la technologie et l'espace. Il ne s'agit pas simplement de mettre en place un réseau, mettre en place des baby-foot, mettre en place des toboggans, mettre en place des canapés. Il s'agit vraiment d'incarner l'organisation de façon fluide, de façon flexible si on le souhaite, mais il s'agit véritablement d'incarner un modèle d'organisation qui travaille en réseau. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'organigramme avec des process, avec des protocoles, avec un certain nombre de règles, mais le moins possible de règles. Et on a de l'autre tous les réseaux informels de l'entreprise, toutes les communautés. On peut même parler d'un écosystème, c'est-à-dire qu'une entreprise, même une entreprise telle que la SNCF, même une entreprise qu'on pourrait considérer bureaucratico-étatique, commence à travailler en réseau et commence à mettre en place des relations qui ne sont plus des relations purement hiérarchiques, qui sont beaucoup plus des relations transverses et des relations informelles. Et c'est à partir donc de ces réseaux informels que le capital humain et le capital social que représente le collaborateur s'inscrit dans un groupe et s'inscrit dans des aménagements qui sont encore une fois des opportunités d'expérimentation
de nouveaux modes. C'est-à-dire que le bureau, la transformation, elle n'est pas achevée à l'heure actuelle, elle est en cours. On est en train d'expérimenter de nouveaux lieux formels, de nouveaux lieux informels, de nouvelles façons de socialiser, de nouvelles façons de travailler en équipe. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'une équipe, par exemple ? À partir de quel moment je lui donne un territoire ? À partir de quel moment je lui donne un certain nombre de fonctions ? Quels sont les usages que je prends en compte, individuels et collectifs. Donc il y a cette dimension d'usage, on va beaucoup plus loin. Et encore une fois, je voudrais revenir sur la dimension de comme à la maison. À la maison, vous avez des usages et des activités domestiques. Ce ne sont pas les usages et les activités que vous avez dans un environnement de travail. Donc il y a bien tout un champ à explorer sur les usages et les activités qu'elles soient tertiaires ou, on va dire, professionnelles, et à inventer d'autres façons de vivre ensemble. Avant de passer aux questions-réponses, on a démarré avec 5-10 minutes de retard et je conserverai les 5-10 minutes. Une question pour vous, Edwin Moutoussamy. Est-ce que finalement cette impression aujourd'hui d'être, que l'entreprise est lancée dans une espèce de grand mouvement aujourd'hui perpétuel, où il s'agit d'être mobile, agile, flexible, de créer le moins d'intermédiaires possible entre l'entreprise et le marché. Finalement, le patron, c'est plus le directeur de l'entreprise, c'est le client. C'est en tout cas ce qu'on entend. Est-ce que, et c'est pour rester sur cette dimension un peu paradigmatique, cette question d'époque, est-ce que finalement, c'est pas le signe d'une postmodernité qui a perdu le sens du progrès, ou qu'en tout cas l'idéologie du progrès, pardon, la question pour finir, elle est pas sympa, mais est-ce qu'en tout cas, finalement, l'innovation n'a pas remplacé le progrès et que finalement, la recherche de sens qu'on met tous aujourd'hui dans le travail, cette question du sens qui est omniprésente aujourd'hui, alors de temps en temps on nous dit c'est plus le sens du travail, c'est le bien-être finalement, vous travaillez pour vous-même, mais est-ce qu'aujourd'hui cette questionnement autour du sens, autour des conditions de travail, est pas aussi lié au fait que nous sommes dans une civilisation orpheline du progrès et qui, aujourd'hui, se voit condamnée à innover en se posant la question de la direction. J'ai 3 minutes aussi, c'est ça ? 3 minutes. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue un peu de cet ordre-là, je ne sais pas si dans les entreprises que vous fréquentez, mais on ne parle plus de progrès. En fait. Aujourd'hui, plus personne ne parle de progrès dans l'entreprise. Par contre, tout le monde parle d'innovation. Donc on pourrait, de manière un peu mécanique, un peu grossière, se dire que l'un a remplacé l'autre. Et dans ce cas-là, il faudrait définir l'un et l'autre. Le progrès, il y a quelque chose d'un peu émancipatoire, l'espèce de volonté de l'humanité de progresser, pour le coup, donc de s'émanciper. Alors que l'innovation, c'est un concept qui est quand même beaucoup plus flou, beaucoup plus fluctuant. Et moi, ce que j'avais observé à la fois au travers de l'aventure WeShare et puis de ma thèse, c'était la capacité en fait de marges un peu activistes qui vont faire naître des pratiques, qui vont utiliser des mots, qui vont s'ancrer dans des idéologies particulières, de se faire récupérer en fait par la grosse machine capitalistique. Et pour le coup, WeShare, le sujet, c'était l'économie collaborative. Au début, quand on parlait d'économie collaborative, on avait affaire à des activistes. C'était des gens du libre, de l'open source, c'était des écolos, c'était des gens qui portaient des valeurs et des choses assez fortes. Et aujourd'hui, en fait, tous ces termes-là ont été récupérés par l'institution, par la grosse machine capitalistique, encore une fois. Et je pense que cette dynamique-là, elle pourrait définir en fait une partie de l'innovation quand elle n'est pas technologique, en fait, cette capacité finalement à faire tourner comme ça ces termes-là. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'on n'est quand même pas face à quelque chose qui est de l'ordre alors, il y a un phénomène fort, profond, qui a des racines historiques, mais on n'est pas sur non plus une vague qui vient tout renverser d'un seul coup. Pour le coup, si je reprends mon exemple de Renault, ils font des voitures. La voiture, c'est compliqué à construire. Il y a plein de petites pièces. Et pour faire une voiture, en fait, on utilise un lieu qui s'appelle le technocentre. Et le technocentre, c'est 4 grosses ruches dans lesquelles on va concevoir 4 modèles de voitures différentes avec plein de métiers. Et en fait, le lieu est hyper important et les gens ne peuvent pas faire du télétravail quand ils conçoivent des voitures. Ils sont obligés d'être là ensemble parce qu'il y a plein de métiers, plein de compétences particulières. Et donc, il y a aussi, je pense, à faire attention à ne pas non plus, sous couvert d'une tendance un peu à parler que des GAFA et à parler que de ces modes de travail-là, à effacer en fait des pratiques qui sont parfois centenaires en fait, parce que quand on parle de Renault ou de la SNCF, c'est quand même des entreprises qui sont centenaires, et qui, si elles sont centenaires, c'est qu'elles ont su s'adapter aussi dans leur mode d'organisation, et tout en
préservant en fait ce qu'elles savent faire, et donc parfois des objets très complexes avec un besoin de garder sur un lieu des gens ensemble. Donc juste pour essayer alors je suis pas sûr d'avoir répondu en 3 minutes au point, mais pour essayer de nuancer un petit peu et de dire qu'effectivement il y a quelque chose qui est de l'ordre de tendance un peu forte. La question, c'est qu'est-ce qui est fondamentalement nouveau, et puis il y a aussi des choses qui sont ancrées dans l'histoire, avec des pratiques dont on hérite, des cultures, des idéologies dont on hérite, et dont il faut aussi pas balayer du revers de la main, je pense. Écoutez, je vous propose de prendre quelques questions avant de... Alors, je suis navré, hein, c'est 3/4 d'heure de table ronde, c'est là aussi presque utopique pour aborder ces questions-là, mais il nous semblait important aussi d'associer le mot aménagement avec imaginaire, idéologie, croyance. Voilà, tout ça ce sont pas c'est pas forcément des termes dont on a l'habitude de débattre, sur lesquels on a l'habitude de parler dans le monde du travail. Voilà, on a 5-6 minutes pour prendre quelques questions dans la salle. Est-ce que vous voyez une corrélation entre la culture d'entreprise et les choix de ces entreprises dans l'organisation de ces espaces de travail? La réponse, elle est oui. Elle est oui, c'est que de plus en plus, quand on nous demande quels seront les bureaux de demain, bureaux au sens espace de travail, et les bureaux de demain, ils seront ce que le patron de la boîte voudra, à la fois comme bureau, comme collaborateur, comme position sur quel segment de marché, et ainsi de suite. Donc en fait, et c'est là qu'on rejoint ce que raconte Gates et l'entreprise libérée. En fait, l'entreprise, elle est ce que la direction d'entreprise veut. Et pour vous répondre, moi, on m'utilise de plus en plus pour arriver au COMEX des grands dinosaures que sont nos grandes organisations, y compris privées. Parce que les responsables de projets immobiliers, de gros projets immobiliers, qui eux sont sur une logique, justement, on va être plus participatif, on va travailler avec les uns et les autres, viennent buter c'est la grande tradition française de la construction hiérarchique lourde. Et donc aujourd'hui, on est dans des situations de contradiction extrêmement fortes, qui expliquent aussi pourquoi les projets immobiliers sont des enjeux extrêmement importants de l'entreprise elle-même, avec toutes les contradictions qu'il y a. On n'a pas parlé des CHSCT, des syndicats et autres, qui sont aussi des acteurs de ça. Et donc, dis-moi quel est l'aménagement de bureau que tu fais, je te dirai quelle entreprise tu prétends être. Bonjour. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, en tant qu'individu, nous vivons tous en flex, sur des territoires plus ou moins vastes et sur des choses qui nous sont tous assez personnelles. Quand nous allons au restaurant, quand nous allons dans un parking, quand nous vivons dans notre domicile, nous vivons en flex, nous utilisons les endroits qui nous sont les plus appropriés pour faire ce que l'on a à faire. Et par contre, dans le monde de l'entreprise, on nous impose d'avoir un statut, d'avoir une place, de devoir tout faire au même endroit, que ce soit une réunion, de collaborer, etc. Et puis là, on est en train de vivre une évolution des aménagements des espaces de travail où l'entreprise, cette fois-ci, nous impose de peut-être vivre un peu plus en flex sur des territoires plus ou moins vastes qui nous correspondent plus ou moins, en nous expliquant que c'est pour notre bien-être, que c'est pour notre qualité de vie au travail, puisque forcément, mettre un baby-foot, ça correspond au bien-être et à la qualité de vie du travail de tout le monde. Et donc, on a une forme de standardisation de la perception du bien-être, une standardisation de la forme de la qualité de vie au travail. Bon, ça, c'est un petit préambule, mais c'est juste pour dire que l'entreprise, elle vit dans un environnement contraint, qui est financier, qui est législatif, qui est social. Et pour répondre à la question qui était sur la diapo précédente, est-ce que l'évolution, la transformation des espaces de travail aujourd'hui n'est pas une réponse de l'entreprise pour pouvoir se désolidariser d'un de ces champs de contraintes, qui est un contrat social ? Est-ce que le fait de déshumaniser, entre guillemets, le monde de l'entreprise en standardisant ce que doit être le bien-être, ce que doit être la qualité de vie, qui, pour le coup, par définition, sont des définitions qui sont propres à chacun, est-ce que ce n'est pas une façon pour l'entreprise de se rendre plus agile et de se rendre en se libérant d'un champ de contrainte qui est, je dirais, la contrainte sociale ?
peux bien tenter de répondre. L'entreprise, elle est face à un dilemme, comme je vous le disais tout à l'heure. D'un côté, effectivement, elle veut augmenter la productivité. Ça passe par une intensification, effectivement, qui est proposée aux salariés. Et dans un même mouvement, elle essaye d'accompagner cette intensification, elle essaye de l'apaiser par un certain nombre de correctifs qui visent à un bien-être. Donc c'est un dilemme. Mais là, il faudrait presque faire la critique de notre capitalisme et remonter aux causes premières de tout ça, si vous voulez. Donc c'est un vaste sujet et c'est une question difficile. C'est un dilemme. Si je peux ajouter un mot, moi je pense qu'il faut que nous acceptions l'idée, d'un point de vue sociologique, que le travail et la vie privée renvoient à deux dimensions, deux sphères, deux mondes qui ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Je pensais à ce que disait dans une rencontre un infirmier lorsqu'il disait « ma blouse blanche, c'est mon armure ». Ça fait que je sais qui je suis et les gens savent qui je suis. Je suis un infirmier et je ne peux pas être avalé comme ça à titre compassionnel par les besoins de mes patients, etc., etc. Il est nécessaire de faire une distinction entre ce que l'on est en tant que professionnel de l'entreprise et ce que l'on est en tant qu'individu dans des sphères familiales, affectives, privées, domestiques, de loisirs. C'est très important. Donc, il y a une différence, il faut l'admettre, il faut la respecter et il faut même l'entretenir parce qu'à trop indifférencier les rôles, les lieux, on rend beaucoup plus vulnérables les individus. Et si on parle maintenant de souffrance au travail, de mal-être, de suicide, etc., c'est pour beaucoup lié au fait que dans le travail, les enjeux ne sont plus uniquement perçus en termes professionnels, mais aussi en termes intimes, personnels. Et ce qui est évalué au travail, vous leur parliez du savoir-être, ce sont des traits de personnalité, des manières d'être, etc. Et ça, c'est une dérive qui est dangereuse, qui limite les possibilités pour les individus au travail de mettre un peu de distance et de ne pas se sentir totalement avalés ni par les contraintes, ni par les évaluations. Juste un petit point. Très rapidement. Très rapidement. Une expérience de société scandinave, danoise. Leur façon de voir les choses est un peu différente de la nôtre et c'est intéressant. Dans un certain nombre de sociétés danoises, que je connais un petit peu maintenant, depuis peu de temps, le bien-être, c'est de s'arranger pour que les salariés sortent relativement tôt du travail, pour qu'ils aient une vie privée. Ça, c'est effectivement un dispositif pour s'occuper du bien-être des salariés. Et c'est vrai qu'en France, on a un vrai problème par rapport aux horaires de travail. On est dans une culture où si le cadre il ne sort pas après 7 heures, effectivement, on l'associe à un cadre qui n'est pas impliqué. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire sur ce sujet-là, par exemple. Alain Diribar, un dernier commentaire et puis on... Seulement, oui. L'intérêt de la comparaison internationale, c'est qu'on a vraiment une spécificité de la société française qui est très très précise et que l'on retrouve. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire des lieux de présence, des temps de présence, on est en train de le revoir aujourd'hui avec les temps de connexion. C'est-à-dire que comme on ne peut plus contrôler les gens puisqu'ils se baladent un peu partout, on les connecte, ils se connectent et on contrôle les temps de connexion. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est sur le fait que, je vous ai posé la question, vous êtes probablement, vous, comme nous, un nœud de réseau. C'est-à-dire que vous avez votre identité à un moment donné quand vous êtes dans votre entreprise, mais vous faites peut-être d'autres choses. Par exemple, vous pouvez appartenir à une chorale. Quand vous appartenez à une chorale, vous êtes chanteur dans cette chorale. C'est un autre élément de votre identité. Vous pouvez être aussi, je ne sais pas moi, footballeur ou n'importe quoi. Vous êtes dans un club, vous pouvez avoir des responsabilités dans ce club qui est un élément extrêmement important de votre vie. Un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est justement comment on articule la multiplication des lieux, la multiplication des temps, la multiplication des activités, alors qu'on était dans des constructions qui étaient relativement plus simples. On était au travail ou hors travail, et encore c'est pas vrai, parce que quand vous étiez syndicaliste, vous pouviez avoir autre chose. Donc on a un vrai problème de la construction de compétences du 21e siècle. Ce que je veux dire, c'est qu'on est aujourd'hui dans des transformations qui sont de l'ordre de 50 ans, hein, voire centenaires. On les connaît, on est dans un vaste bidouillage. On a déstructuré plein de choses, on est incapable de les restructurer. Et la main invisible du capitalisme qui structure tout, d'accord, mais ça ne tient pas la route. Bon, écoutez, on va être obligé d'arrêter nos discussions ici.